Les dents du tigre. D'après Maurice Leblanc. Première partie. Don Luis Perenna. Chapitre 1. D'Artagnan, Porthos et Monte Cristo. À 4h30, M. Desmalions, le préfet de police n'étant pas encore de retour, son secrétaire particulier rangea sur le bureau un paquet de lettres et de rapports qu'il avait à noter. Monsieur le préfet a convoqué pour 5 heures plusieurs personnes dont voici les noms. Vous les ferez attendre séparément afin qu'elles ne puissent communiquer entre elles et vous me donnerez leurs cartes. L'huissier sortit. Le secrétaire se dirigeait vers la petite porte qui donnait sur son cabinet quand la porte principale fut rouverte et livra passage à un homme qui s'arrêta et s'appuya en chancelant contre le dossier d'un fauteuil. « Tiens, c'est vous, Véraud ? Mais qu'y a-t-il donc ? Qu'est-ce que vous avez ?» L'inspecteur Véraud était un homme de forte corpulence, puissant des épaules, haut en couleur. Une émotion violente devait le bouleverser, car sa face, striée de filaments sanguins, d'ordinaire congestionnés, paraissait presque pâle. Mais rien, monsieur le secrétaire. Mais si, vous n'avez plus votre air de santé. Vous êtes livide. Et puis, ces gouttes de sueur. L'inspecteur Véraud essuya son front. Un peu de fatigue. Je me suis surmené ces jours-ci. Je voulais à tout prix éclaircir une affaire dont monsieur le préfet m'a chargé. Tout de même, c'est drôle ce que j'éprouve. Voulez-vous un cordial ? Non, j'ai plutôt soif. Un verre d'eau ? Non. Alors ? Je voudrais... La voix s'embarrassait. Il eut un regard anxieux, comme si, tout à coup, il n'eût pu prononcer d'autres paroles. Mais reprenant le dessus... Monsieur le préfet n'est pas là ? Non, il ne sera là qu'à 5 heures pour une réunion importante. Oui, je sais. Très importante. C'est aussi pour cela qu'il m'a convoqué. Mais j'aurais voulu le voir avant. J'aurais tant voulu le voir. Le secrétaire examina Véraud. Comme vous êtes agité, votre communication a donc tellement d'intérêt ? Un intérêt considérable. Il s'agit d'un crime qui a eu lieu il y a 1 mois, jour pour jour. Et il s'agit surtout d'empêcher 2 assassinats qui sont la conséquence de ce crime et qui doivent être commis cette nuit. Oui, cette nuit, fatalement, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Voyons, asseyez-vous, Véraud. C'est que tout cela est combiné d'une façon si diabolique. Oh non, on ne s'imagine pas. Mais puisque vous êtes prévenu, Véraud, puisque monsieur le préfet va donner tout pouvoir... Oui, évidemment. Mais tout de même, c'est effrayant de penser que je pourrais ne pas le rencontrer. Alors, j'ai eu l'idée d'écrire cette lettre où je lui raconte tout ce que je sais sur l'affaire. C'était plus prudent. Il remit une grande enveloppe jaune au secrétaire, et il ajouta « Tenez, voici une petite boîte également que je mets sur cette table. Elle contient quelque chose qui sert de complément et d'explication au contenu de la lettre. » « Mais pourquoi ne gardez-vous pas tout cela ? » J'ai peur. On me surveille. On cherche à se débarrasser de moi. Je ne serai tranquille que quand je ne serai plus seul à connaître le secret.
Ne craignez rien, Véro. Monsieur le préfet ne saurait tarder à arriver. Jusque-là, je vous conseille de passer à l'infirmerie et de demander un cordial. » L'inspecteur parut indécis. De nouveau, il essuya son front qui dégoûtait. Puis, se raidissant, il sortit. Une fois seul, le secrétaire glissa la lettre dans un dossier volumineux étalé sur le bureau du préfet et s'en alla par la porte qui communiquait avec son cabinet particulier. Il l'avait à peine refermée que la porte de l'antichambre fut rouverte encore une fois et que l'inspecteur rentra en bégayant « Monsieur le secrétaire, il est préférable que je vous montre. » Le malheureux était blême. Il claquait des dents. Quand il s'aperçut que la pièce était vide, il voulut marcher vers le cabinet du secrétaire. Mais une défaillance le prit et il s'écroula sur une chaise où il demeura quelques minutes, anéanti, la voix gémissante. « Qu'est-ce que j'ai? Est-ce du poison, moi aussi? Oh, j'ai peur. J'ai peur. » Le bureau se trouvait à portée de sa main. Il saisit un crayon, approcha un bloc-notes et commença à griffonner des mots. « Oh, mais non, pas la peine, puisque le préfet va lire ma lettre. Oh, qu'est-ce que j'ai donc? Oh, j'ai peur. » D'un coup, il se dressa sur ses jambes. « Monsieur le secrétaire, il faut que... C'est pour cette nuit. Rien au monde n'empêchera. » À petits pas, comme un automate tendu par un effort de toute sa volonté, il avança vers la porte du cabinet. Mais en route, il vacilla et dut s'asseoir une seconde fois. Une terreur folle le secoua et il poussa des cris, si faibles hélas qu'on ne pouvait l'entendre. Il s'en rendit compte et du regard chercha une sonnette, un timbre, mais il n'y voyait plus. Un voile d'ombre semblait peser sur ses yeux. Alors il tomba à genoux, rampa jusqu'au mur, battant l'air d'une main comme un aveugle, et finit par toucher des boiseries. C'était le mur de séparation. Il le longea. Malheureusement, son cerveau confus ne lui présentait plus qu'une image trompeuse de la pièce, de sorte qu'au lieu de tourner vers la gauche, comme il le dut, il suivit le mur à droite, derrière un paravent qui masquait une petite porte. Sa main ayant rencontré la poignée de cette porte, il réussit à ouvrir. Il balbutia « Au secours! Au secours !» et s'abattit dans une sorte de réduit qui servait de toilette au préfet de police. « Cette nuit !» Il gémissait, croyant qu'on l'entendait et qu'il se trouvait dans le cabinet du secrétaire. « Cette nuit, le coup est pour cette nuit. Vous verrez la marque des dents. Oh, quelle horreur! Comme je souffre! Au secours! C'est le poison! Sauvez-moi! » La voix s'éteignit. Il dit plusieurs fois comme dans un cauchemar « Les dents blanches, elles se referment. » Puis la voix s'affaiblit encore. Des sons indistincts sortirent de ses lèvres blêmes. Sa bouche parut mâchée dans le vide, comme celle de certains vieillards qui ruminent interminablement. Sa tête s'inclina peu à peu sur sa poitrine. Il poussa 2 ou 3 soupirs, fut secoué d'un grand frisson et ne bougea plus. Et le râle de l'agonie commença, très bas, d'un rythme égal, avec des interruptions où un effort suprême de l'instinct semblait ranimer le souffle vacillant de l'esprit et susciter dans les yeux éteints comme des lueurs de conscience. À 5h moins 10, le préfet de police entrait dans son cabinet de travail. Monsieur Desmalions, qui occupait son poste depuis quelques années
avec une autorité à laquelle tout le monde rendait hommage, était un homme de 50 ans, lourd d'aspect mais de figure intelligente et fine. Sa mise, veston et pantalon gris, guêtre blanche, cravate flottante, n'avait rien d'une mise de fonctionnaire. Les manières étaient dégagées, simples, pleines de bonhomie et de rondeur. Ayant sonné, il fut aussitôt rejoint par son secrétaire auquel il demanda « Les personnes que j'ai convoquées sont ici ?» « Oui, monsieur le préfet, et j'ai donné l'ordre qu'on les fît attendre dans des pièces différentes. »« Oh, il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'elles puissent communiquer entre elles. Cependant, cela vaut mieux. J'espère que l'ambassadeur des États-Unis ne s'est pas dérangé lui-même. »« Non, monsieur le préfet. »« Vous avez les cartes de ces messieurs ? » ?»« Voici. » Le préfet de police prit les 5 cartes qu'on lui tendait et lut. Archibald Bright, premier secrétaire de l'ambassade des États-Unis, Maître Lepertuis, notaire, Juan Cáceres, attaché à la légation du Pérou, le commandant comte d'Astrignac, en retraite. La 5e carte portait simplement un nom sans adresse, ni autre désignation. Don Luis Perena. J'ai bien envie de le voir, celui-là. Il m'intéresse diablement. Vous avez lu le rapport de la Légion étrangère ? Oui, monsieur le préfet, et j'avoue que moi aussi, ce monsieur m'intrigue. N'est-ce pas ? Quel courage ! Une sorte de fou héroïque et vraiment prodigieux. Et puis, ce surnom d'Arsène Lupin que ses camarades lui avaient donné, tellement il les dominait et les stupéfiait. Il y a combien de temps qu'Arsène Lupin est mort ? 2 ans avant la guerre, monsieur le préfet. On a retrouvé son cadavre et celui de madame Kesselbach sous les décombres d'un petit chalet incendié, non loin de la frontière du Luxembourg. L'enquête a prouvé qu'il avait étranglé cette monstrueuse madame Kesselbach, dont les crimes furent découverts par la suite, et qu'il s'était pendu après avoir mis le feu au chalet. C'est bien la fin que méritait ce damné personnage. Et j'avoue que, pour ma part, je préfère de beaucoup n'avoir pas à le combattre. Voyons, où en sommes-nous ? Le dossier de l'héritage Mornington est prêt ? Sur votre bureau, monsieur le préfet. Bien, mais j'oubliais, l'inspecteur Véraud est-il arrivé ? Oui, monsieur le préfet. Il doit être à l'infirmerie en train de se réconforter. Qu'est-ce qu'il avait donc ? Il m'a paru dans un drôle d'état, assez malade. Comment ? Expliquez-moi donc. Le secrétaire raconta l'entrevue qu'il avait eue avec l'inspecteur Véraud. Et vous dites qu'il m'a laissé une lettre ? Où est-elle ? Dans le dossier, monsieur le préfet. Oh, bizarre. Tout cela est bizarre. Véraud est un inspecteur de premier ordre, d'un esprit très rassis, et s'il s'inquiète, ce n'est pas à la légère. Ayez donc l'obligeance de me l'amener. Pendant ce temps-là, je vais prendre connaissance du courrier. Le secrétaire s'en alla rapidement. Quand il revint, 5 minutes plus tard, il annonça d'un air surpris qu'il n'avait pas trouvé l'inspecteur Véraud. Et ce qu'il y a de plus curieux, monsieur le préfet, c'est que l'huissier qu'il avait vu sortir d'ici l'a vu rentrer presque aussitôt, et qu'il ne l'a pas vu sortir une seconde fois. Peut-être n'aura-t-il fait que traverser cette pièce pour passer chez vous. Chez moi, monsieur le préfet ? Je n'ai pas bougé de chez moi. Alors, c'est incompréhensible ? Incompréhensible ? À moins d'admettre que l'huissier ait eu un moment d'inattention, puisque Véraud n'est ni ici ni à côté. Évidemment,
Sans doute aura-t-il été prendre l'air, et va-t-il revenir d'un instant à l'autre. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de lui dès le début. » Le préfet regarda sa montre. 5h10. Veuillez dire à l'huissier qu'il introduise ces messieurs. Ah, cependant... Monsieur Desmalions hésita. En feuilletant le dossier, il avait trouvé la lettre de Véraud. C'était une grande enveloppe de commerce jaune, au coin de laquelle se trouvait l'inscription « Café du Pont-Neuf ». Étant donné l'absence de Véraud et les paroles qu'il m'a dites, je crois urgent, monsieur le préfet, que vous preniez connaissance de cette lettre. Monsieur Desmalions réfléchit. « Oui, peut-être avez-vous raison. » « Ah non, celle-là est raide. Qu'est-ce qu'il y a donc, monsieur le préfet? »« Ce qu'il y a? Tenez, une feuille de papier blanc. Voilà tout ce que contient l'enveloppe. »« Impossible. Regardez, une simple feuille pliée en 4. Pas un mot dessus. » Pourtant, Véraud m'a dit en propres termes qu'il avait mis là-dedans tout ce qu'il savait de l'affaire. « Il vous l'a dit, mais vous voyez bien. Vraiment, si je ne connaissais pas l'inspecteur Véraud, je croirais à une plaisanterie. Une distraction, monsieur le préfet, tout au plus. » « Certes, une distraction, mais qui m'étonne de sa part. On n'a pas de distraction quand il s'agit de la vie de 2 personnes, car il vous a bien averti qu'un double assassinat était combiné pour cette nuit. »« Oui, monsieur le préfet, pour cette nuit, et dans des conditions particulièrement effrayantes, diaboliques, m'a-t-il dit. » Monsieur Desmalions se promenait à travers la pièce, les mains au dos. Il s'arrêta devant une petite table. « Qu'est-ce que c'est que ce paquet à mon adresse ? Monsieur le préfet de police, à ouvrir en cas d'accident. » En effet, je n'y pensais pas. C'est encore de l'inspecteur Véraud, une chose importante selon lui, et qui sert de complément et d'explication au contenu de la lettre. « Ma foi, la lettre en a besoin d'explication. Et, quoiqu'il ne soit pas question d'accident, je n'hésite pas. » Tout en parlant, il avait coupé une ficelle et découvert, sous le papier qui l'enveloppait, une boîte. Une petite boîte en carton, comme les pharmaciens en emploient, mais salie celle-là, abîmée par l'usage qu'on en avait fait. Il souleva le couvercle. Dans le carton, il y avait des feuilles d'ouate, assez malpropres également, et au milieu de ces feuilles, une demi-tablette de chocolat. « Que diable cela veut-il dire ?» Il prit le chocolat, le regarda, et tout de suite son examen lui montra ce que cette tablette, de matière un peu molle, offrait de particulier, et les raisons certaines pour lesquelles l'inspecteur Véraud l'avait conservée. En dessus et en dessous, elle portait des empreintes de dents, très nettement dessinées, très nettement détachées les unes des autres, enfoncées de 2 ou 3 millimètres dans le bloc de chocolat, chacune ayant sa forme et sa largeur spéciale, et chacune écartée des autres par un intervalle différent. La mâchoire, qui avait ainsi commencé à croquer la tablette, avait incrusté la marque de 4 de ses dents supérieures et de 5 dents du bas. Monsieur Desmalions resta pensif, et, la tête baissée, il reprit durant quelques minutes sa promenade de long en large. « Bizarre. Il y a là une énigme dont je voudrais bien avoir le mot. Cette feuille de papier, ces empreintes de dents, que signifie toute cette histoire ?» Mais il n'était pas homme à s'attarder longtemps à une énigme dont la solution devait lui être révélée d'un moment à l'autre, puisque l'inspecteur Véraud se trouvait dans la préfecture même ou aux environs. « Je ne puis faire attendre ces messieurs plus longtemps.
Veuillez donner l'ordre qu'on les fasse entrer. Si l'inspecteur Véro arrive durant la réunion, comme cela est inévitable, prévenez-moi aussitôt. J'ai hâte de le voir. Sauf cela, qu'on ne me dérange sous aucun prétexte, n'est-ce pas? 2 minutes après, l'huissier introduisait Maître Lepertuis, gros homme Rubicon, à lunettes et à favoris, puis le secrétaire d'ambassade, Archibald Bright, et l'attaché péruvien, Cacérès. Monsieur Desmalions, qui les connaissait, tous trois, s'entretint avec eux et ne les quitta que pour aller au-devant du commandant comte d'Astrignac, le héros de la Chouïa, que ses blessures glorieuses avaient contraint à une retraite prématurée et auquel il adressa quelques mots chaleureux sur sa belle conduite au Maroc. La porte s'ouvrit encore une fois. « Don Luis Perenna, n'est-ce pas ?» dit le préfet en tendant la main à un homme de taille moyenne, plutôt mince, décoré de la médaille militaire et de la Légion d'honneur, et que sa physionomie, que son regard, que sa façon de se tenir et son allure très jeune permettaient de considérer comme un homme de 40 ans, bien que certaines rides au coin des yeux et sur le front indiquassent quelques années de plus. Il salua. « Oui, monsieur le préfet. » Le commandant d'Astrignac s'écria. « C'est donc vous, Perenna? Vous êtes donc encore de ce monde? »« Ah, mon commandant, quel plaisir de vous revoir. »« Perenna vivant? Mais quand j'ai quitté le Maroc, on était sans nouvelles de vous. On vous croyait mort. »« Je n'étais que prisonnier. »« Prisonnier des tribus, c'est la même chose. »« Pas tout à fait, mon commandant. On s'évade de partout. La preuve. » Durant quelques secondes, le préfet de police examina, avec une sympathie dont il ne pouvait se défendre, ce visage énergique, à l'expression souriante, aux yeux francs et résolus, au teint bronzé, comme cuit et recuit par le feu du soleil. Puis, faisant signe aux assistants de prendre place autour de son bureau, lui-même s'assit et s'expliqua de la sorte, en un préambule articulé nettement et lentement. « La convocation que j'ai adressée à chacun de vous, messieurs, a dû vous paraître quelque peu sommaire et mystérieuse, et la manière dont je vais entamer notre conversation ne sera point pour atténuer votre étonnement. Mais si vous voulez m'accorder quelque crédit, il vous sera facile de constater qu'il n'y a rien dans tout cela que de très simple et de très naturel. D'ailleurs, je serai aussi bref que possible. » Il ouvrit devant lui le dossier préparé par son secrétaire, et tout en consultant les notes, il reprit. « Quelques années avant la guerre de 1870, 3 sœurs, 3 orphelines âgées de 22, de 20 et de 18 ans, Hermeline, Élisabeth et Armande Roussel, habitaient Saint-Étienne avec un cousin germain du nom de Victor, plus jeune de quelques années. L'aînée, Hermeline, quitta Saint-Étienne, la première, pour suivre à Londres un Anglais du nom de Mornington, qu'elle devait épouser et dont elle eut un fils, qui reçut le prénom de Cosmo. Le ménage était pauvre et traversa de rudes épreuves. Plusieurs fois, Hermeline écrivit à ses sœurs pour leur demander quelque secours. Ne recevant pas de réponse, elle cessa toute correspondance. Vers 1875, Monsieur et Madame Mornington partirent pour l'Amérique. 5 ans plus tard, ils étaient riches. Monsieur Mornington mourut en 1883, mais sa femme continua de gérer la fortune qui lui était léguée, et comme elle avait le génie de la spéculation et des affaires, elle porta cette fortune à un chiffre colossal. Quand elle décéda, en 1905, elle laissait à son fils la somme de 400 millions. Le chiffre parut faire quelque impression sur les assistants. Le préfet avait surpris un regard entre le commandant et Don Luis Perenna.
Commandant d'Astrignac, vous avez connu Cosmo Mornington, n'est-ce pas? Oui, monsieur le préfet. Il séjournait au Maroc quand nous y combattions, Perena et moi. En effet, Cosmo Mornington s'était mis à voyager. Il s'occupait de médecine, m'a-t-on dit, et donnait ses soins, lorsque l'occasion s'en présentait, avec beaucoup de compétence et gratuitement, bien entendu. Il habita l'Égypte, puis l'Algérie et le Maroc, et à la fin de 1914 passa en Amérique pour y soutenir la cause des Alliés. L'année dernière, après l'armistice, il s'établit à Paris. Il y est mort voici 4 semaines, à la suite de l'accident le plus stupide. Une piqûre mal faite, n'est-ce pas, monsieur le préfet? Dit le secrétaire d'ambassade des États-Unis. Les journaux ont parlé de cela, et nous-mêmes à l'ambassade, nous avons été prévenus. Oui, pour se remettre d'une longue influenza qu'il avait tenue au lit tout l'hiver, M. Mornington, sur l'ordre de son docteur, se faisait des piqûres de glycérophosphate de soude. L'une de ces piqûres, n'ayant pas été entourée, évidemment, de toutes les précautions nécessaires, la plaie s'envenima avec une rapidité foudroyante. En quelques heures, M. Mornington était emporté. Le préfet de police se retourna vers le notaire. Mon résumé est-il conforme à la réalité, maître Lepertuis? Exactement conforme, monsieur le préfet. Le lendemain matin, maître Lepertuis se présentait ici, et, pour des raisons que la lecture de ce document vous expliquera, me montrait le testament de Cosmo Mornington que celui-ci avait déposé entre ses mains. Tandis que le préfet compulsait les papiers, maître Lepertuis ajouta « Monsieur le préfet me permettra de spécifier que je n'ai vu mon client, avant d'être appelé à son lit de mort, qu'une seule fois, le jour où il me manda dans la chambre de son hôtel pour me remettre le testament qu'il venait d'écrire. C'était au début de son influenza. Dans notre conversation, il me confia qu'il avait fait, en vue de retrouver la famille de sa mère, quelques recherches qu'il comptait poursuivre sérieusement après sa guérison. Les circonstances l'en empêchèrent. » Cependant, le préfet de police avait sorti du dossier une enveloppe ouverte qui contenait 2 feuilles de papier. Il déplia la plus grande. « Voici le testament. Je vous demanderai d'en écouter la lecture avec attention, ainsi que celle de la pièce annexe qui l'accompagne. Je sous-signais Cosmo Mornington, fils légitime de Hubert Mornington et d'Hermeline Roussel, naturalisé citoyen des États-Unis, lègue à mon pays d'adoption la moitié de ma fortune pour être employé en œuvre de bienfaisance conformément aux instructions écrites de ma main, que maître Lepertuis voudra bien transmettre à l'ambassade des États-Unis. Pour les 200 millions environ, constitués par mes dépôts dans diverses banques de Paris et de Londres, dépôts dont la liste est en l'étude de maître Lepertuis, je les lègue en souvenir de ma mère bien-aimée, d'abord à sa sœur préférée, Élisabeth Roussel, ou aux héritiers en ligne directe d'Élisabeth Roussel, sinon à sa seconde sœur, Armande Roussel, ou aux héritiers directs d'Armande, sinon, à leur défaut, à leur cousin Victor, ou à ses héritiers directs. Au cas où je disparaîtrais sans avoir retrouvé les membres survivants de la famille Roussel ou du cousin des 3 sœurs, je demande à mon ami Don Luis Perena de faire toutes les recherches nécessaires. Je le nomme, à cet effet, mon exécuteur testamentaire pour la partie européenne de ma fortune, et je le prie de prendre en main la conduite des événements qui pourraient survenir après ma mort, ou par suite de ma mort,
de se considérer comme mon représentant et d'agir en tout pour le bien de ma mémoire et l'accomplissement de mes volontés. En reconnaissance de ce service et en mémoire des 2 fois où il me sauva la vie, il voudra bien accepter la somme d'1 million. » Le préfet s'interrompit quelques instants. « Pauvre Cosmo, je n'avais pas besoin de cela pour remplir ses derniers vœux. »« En outre, » continua M. Desmalions, reprenant sa lecture, « en outre, si, 3 mois après ma mort, les recherches faites par Don Luis Perena et par maître Lepertuis n'ont pas abouti, si aucun héritier ni aucun survivant de la famille Roussel ne s'est présenté pour recueillir l'héritage, la totalité des 200 millions sera définitivement, et quelles que puissent être les réclamations ultérieures, acquise à mon ami Don Luis Perena. Je le connais assez pour savoir qu'il fera de cette fortune un emploi conforme à la noblesse de ses desseins et à la grandeur des projets dont il m'entretenait avec un tel enthousiasme sous la tente marocaine. » M. Desmalions s'arrêta de nouveau et leva les yeux sur Don Luis. Il demeurait impassible, silencieux. Une larme, pourtant, brilla à la pointe de ses cils. Le comte d'Astrignac lui dit « Mes félicitations, Perena !»« Mon commandant, je vous ferai remarquer que cet héritage est subordonné à une condition, et je vous jure bien que, si cela dépend de moi, les survivants de la famille Roussel seront retrouvés. »« J'en suis sûr, je vous connais. En tout cas, cet héritage conditionnel, vous ne le refusez pas. » « Ma foi, non. Il y a des choses qu'on ne refuse pas. » « Ma question est motivée par ce dernier paragraphe du testament. Si, pour une raison ou pour une autre, mon ami Perena refusait cet héritage, ou bien s'il était mort avant la date fixée pour le recueillir, je prie monsieur l'ambassadeur des États-Unis et monsieur le préfet de police de s'entendre sur les moyens de construire à Paris et d'entretenir une université réservée aux étudiants et aux artistes de nationalité américaine. Monsieur le préfet de police voudra bien en tout cas prélever une somme de 300 000 francs qu'il versera dans la caisse de ses agents. » M. Desmalions replia la feuille de papier et en prit une autre. À ce testament est joint un codicille constitué par une lettre que M. Mornington écrivit quelque temps après à maître Lepertuis, et où il s'explique sur certains points de façon plus précise. Je demande à maître Lepertuis d'ouvrir mon testament le lendemain de ma mort, en présence de M. le préfet de police, lequel voudra bien tenir la chose entièrement secrète durant 1 mois. 1 mois après, jour pour jour, il aura l'obligeance de réunir dans son cabinet un membre important de l'ambassade des États-Unis, maître Lepertuis et Don Luis Perena. Après lecture, un chèque d'1 million devra être remis à mon légataire et ami Don Luis Perena sur le simple examen de ses papiers et sur la simple constatation de son identité. J'aimerais que cette constatation fût faite, au point de vue de la personne, par le commandant comte d'Astrignac, qui fut son chef au Maroc et qui, malheureusement, a dû prendre une retraite prématurée, au point de vue de l'origine, par un membre de la légation du Pérou, puisque Don Luis Perena, bien qu'ayant conservé la nationalité espagnole, est né au Pérou. En outre, j'exige que mon testament ne soit communiqué aux héritiers Roussel que 2 jours plus tard, et en l'étude de maître Lepertuis. Enfin, et ceci est la dernière expression de mes volontés pour ce qui concerne l'attribution de ma fortune et le mode de procéder à cette attribution, monsieur le préfet voudra bien convoquer
une seconde fois les mêmes personnes dans son cabinet à une date qui pourra être choisie par lui entre le 60e et le 90e jour qui suivra la première réunion. C'est alors, et alors seulement, que l'héritier définitif sera désigné d'après ses droits et proclamé. Et nul ne pourra l'être s'il n'assiste à cette séance, à l'issue de laquelle Don Luis Perena, qui devra s'y rendre également, deviendra l'héritier définitif, si, comme je l'ai dit, aucun survivant de la famille Roussel et du cousin Victor ne s'est présenté pour recueillir l'héritage. Tel est le testament que M. Cosmo Mornington, et telles sont les raisons de votre présence ici, messieurs. Une 6e personne doit être introduite tout à l'heure. Un de mes agents que j'ai chargé de faire une première enquête sur la famille Roussel et qui vous rendra compte de ses recherches. Mais pour l'instant, nous devons procéder conformément aux prescriptions du testateur. Les papiers que, sur ma demande, Don Luis Perena m'a fait remettre il y a 2 semaines et que j'ai examinés moi-même sont parfaitement en règle. Au point de vue de l'origine, j'ai prié monsieur le ministre du Pérou de vouloir bien réunir les renseignements les plus précis. « C'est à moi, messieurs le préfet, » dit monsieur Cacérès, l'attaché péruvien, que monsieur le ministre du Pérou a confié cette mission. Elle fut facile à remplir. Don Luis Perena est d'une vieille famille espagnole émigrée il y a 30 ans, mais qui a conservé ses terres et ses propriétés d'Europe. Dès son vivant, les pères de Don Luis que j'ai rencontrés en Amérique parlaient de son fils unique avec ferveur. C'est notre légation qui a appris au fils, voilà 5 ans, la mort du père. Voici la copie de la lettre écrite au Maroc. Et voilà la lettre elle-même, communiquée par Don Luis Perena. Et vous, mon commandant, vous reconnaissez le légionnaire Perena qui combattit sous vos ordres? Je le reconnais. Sans erreur possible? Sans erreur possible, et sans le moindre sentiment d'hésitation. Vous reconnaissez le légionnaire Perena que ses camarades, par une sorte d'admiration stupéfiée pour ses exploits, appelaient Arsène Lupin. Oui, monsieur le préfet, celui que ses camarades appelaient Arsène Lupin, mais que ses chefs appelaient tout court le héros, celui dont nous disions qu'il était brave comme D'Artagnan, fort comme Porthos et mystérieux comme Monte Cristo. Tout cela, en effet, se trouve dans le rapport que j'ai reçu du 4e régiment de la Légion étrangère. Rapport inutile à lire dans son entier, mais où je constate ce fait inouï que le légionnaire Perena, en l'espace de 2 ans, fut décoré de la médaille militaire, décoré de la Légion d'honneur pour service exceptionnel et cité 7 fois à l'ordre du jour. Je relève, au hasard, monsieur le préfet, je vous en supplie, ce sont là des choses banales, je ne vois pas l'intérêt. Un intérêt considérable. Ces messieurs sont ici, non pas seulement pour entendre la lecture d'un testament, mais aussi pour en autoriser l'exécution dans la seule de ces clauses qui soit immédiatement exécutoire. La délivrance d'un legs s'élevant à 1 million. Il faut donc que la religion de ces messieurs soit éclairée sur le bénéficiaire de ce legs. Par conséquent, je continue. Et alors, monsieur le préfet, dit Perena en se levant et en se dirigeant vers la porte, vous permettrez... Demi-tour! Halte! Fixe! Ordonna le commandant d'Astrignac d'un ton de plaisanterie. Il ramena Don Luis en arrière, au milieu de la pièce, et le fit asseoir. « Monsieur le préfet, je demande grâce pour mon ancien compagnon d'armes, dont la modestie serait en effet
mis à une trop rude épreuve si on lisait devant lui le récit de ses prouesses. D'ailleurs, le rapport est ici, et chacun peut le consulter. D'avance, et sans le connaître, je souscris aux éloges qu'il contient. Et je déclare que dans ma carrière militaire, si remplie pourtant, je n'ai jamais rencontré un soldat qui pût être comparé au légionnaire Perenna. Cependant, j'en ai vu des gaillards là-bas, des sortes de démons comme on n'en trouve qu'à la Légion, qui se font crever la peau pour le plaisir, pour la rigolade, comme ils disent, histoire d'épater le voisin. Mais aucun ne venait à la cheville de Perenna. Celui que nous appelions D'Artagnan, Porthos, Debussy, méritait d'être mis en parallèle avec les héros les plus étonnants de la légende et de la réalité. Oh, je l'ai vu accomplir des choses que je ne voudrais pas raconter, sous peine d'être traité d'imposteur. Des choses si invraisemblables qu'aujourd'hui, de sang-froid, je me demande si je suis sûr de les avoir vues. Et un jour, à Ceuta, comme nous étions poursuivis. Un mot de plus, mon commandant, et je sors, tout bon cette fois. En vrai, vous avez une façon d'épargner ma modestie. Mon cher Perenna, je vous ai toujours dit que vous aviez toutes les qualités et un seul défaut, c'est de n'être pas français. Et je vous ai toujours répondu, mon commandant, que j'étais français par ma mère, et que je l'étais aussi de cœur et de tempérament. Il y a des choses que l'on ne peut accomplir que si l'on est français. Les deux hommes se serrèrent la main de nouveau affectueusement. « Allons, qu'il ne soit plus question de vos prouesses, monsieur, ni de ce rapport. J'y relèverai cependant ceci. C'est qu'au cours de l'été 1915, vous êtes tombé dans une embuscade de 40 berbères, que vous avez été capturé et que vous n'avez reparu à la Légion que le mois dernier. Oui, monsieur le préfet, pour être désarmé, mes 5 années d'engagement étaient largement dépassées. Mais comment monsieur Cosmo Mornington a-t-il pu vous désigner comme légataire, puisque, au moment où il rédigeait son testament, vous étiez disparu depuis 4 ans? Cosmo et moi nous correspondions. Hein? Oui, et je lui avais annoncé mon évasion prochaine et mon retour à Paris. Mais par quels moyens? Où étiez-vous? Et comment vous fut-il possible? Don Luis sourit sans répondre. Monte Cristo, cette fois. Le mystérieux Monte Cristo. Monte Cristo, si vous voulez, monsieur le préfet. Le mystère de ma captivité, de mon évasion, bref, de toute ma vie pendant la guerre, est en effet assez étrange. Peut-être un jour sera-t-il intéressant de l'éclaircir. Je demande un peu de crédit. Il y eut un silence. M. Desmalions examina de nouveau ce singulier personnage, et il ne put s'empêcher de dire, comme s'il eût obéi à une association d'idées dont lui-même ne se fût pas rendu compte, « Un mot encore, le dernier. Pour quelle raison vos camarades vous donnaient-ils ce surnom bizarre d'Arsène Lupin? Était-ce seulement une allusion à votre audace, à votre force physique? Il y avait autre chose, monsieur le préfet. La découverte d'un vol très curieux, dont certains détails inexplicables en apparence, m'avait permis de désigner l'auteur. Vous avez donc le sens de ces affaires? Oui, monsieur le préfet. Une certaine aptitude que j'eus l'occasion d'exercer plusieurs fois en Afrique, d'où mon surnom d'Arsène Lupin, dont on parlait beaucoup à cette époque, à la suite de sa mort. Ce vol était important? Assez, et commis justement au préjudice de Cosmo Mornington, qui habitait alors la province d'Oran. C'est de là que datent nos relations. Il y eut un nouveau silence. Pauvre Cosmo. Cette aventure lui avait donné une confiance inébranlable dans mes petits talents de policier. Il me disait toujours « Perenna, si je meurs assassiné, c'était une idée fixe chez lui qu'il mourrait de mort violente. Si je meurs assassiné, jurez-moi de poursuivre le coupable. »
Ces pressentiments n'étaient pas justifiés. Cosmo Mornington n'a pas été assassiné. C'est ce qui vous trompe, monsieur le préfet. Monsieur Desmalions sursauta. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Cosmo Mornington? Je dis que Cosmo Mornington n'est pas mort, comme on le croit, d'une piqûre mal faite, mais il est mort comme il le redoutait, de mort violente. Mais, monsieur, votre assertion ne repose sur rien. Sur la réalité, monsieur le préfet. Étiez-vous là? Savez-vous quelque chose? Je n'étais pas là le mois dernier. J'avoue même que quand je suis arrivé à Paris, n'ayant pas lu les journaux de façon régulière, j'ignorais la mort de Cosmo. C'est vous, monsieur le préfet, qui me l'avez apprise tout à l'heure. En ce cas, monsieur, vous n'en pouvez connaître que ce que j'en connais, et vous devez vous en remettre aux constatations du médecin. Je le regrette, mais pour ma part, ces constatations sont insuffisantes. Mais enfin, monsieur, de quel droit cette accusation? Avez-vous une preuve? Oui. Laquelle? Vos propres paroles, monsieur le préfet. Mes paroles? Celles-ci, monsieur le préfet. Vous avez dit d'abord que Cosmo Mornington s'occupait de médecine et qu'il pratiquait avec beaucoup de compétence. Et ensuite, qu'il s'était fait une piqûre qui, mal donnée, avait provoqué une inflammation mortelle et l'avait emporté en quelques heures. Oui? Eh bien, monsieur le préfet, j'affirme qu'un monsieur qui s'occupe de médecine avec beaucoup de compétences et qui soigne des malades comme le faisait Cosmo Mornington est incapable de se donner une piqûre sans l'entourer de toutes les précautions antiseptiques nécessaires. J'ai vu Cosmo à l'œuvre. Je sais comment il s'y prenait. Alors? Alors le médecin a écrit un certificat, comme le font tous les médecins, quand un indice quelconque n'éveille pas leurs soupçons. De sorte que votre avis... Maître Lepertuis, lorsque vous fûtes appelé au lit de mort de M. Mornington, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non, rien. Monsieur Mornington était entré dans le coma. Il est déjà bizarre qu'une piqûre, si mauvaise qu'elle soit, produise des résultats si rapides. Il ne souffrait pas? Non, ou plutôt si, je me rappelle, le visage offrait des taches brunes que je n'avais pas vues la première fois. Des taches brunes. Cela confirme mon hypothèse. Cosmo Mornington a été empoisonné. Mais comment? Par une substance quelconque que l'on aura introduite dans une des ampoules de glycérophosphate ou dans la seringue dont se servait le malade. Mais le médecin... Maître Lepertuis, avez-vous fait observer au médecin la présence de ces taches brunes? Oui, il n'y attacha aucune importance. C'était son médecin ordinaire? Non, son médecin ordinaire, le docteur Pujol, un de mes amis précisément, et qui m'avait adressé à lui comme notaire, était malade. Celui que j'ai vu à son lit de mort devait être un médecin de quartier. Voici son nom et son adresse. Docteur Bellavoine, 14, rue d'Astorg. Vous avez un annuaire des médecins, monsieur le préfet? Monsieur Desmalions ouvrit un annuaire qu'il feuilleta. Il n'y a pas de docteur Bellavoine, et aucun docteur n'habite au 14 de la rue d'Astorg. Un assez long silence suivit cette déclaration. Le secrétaire d'ambassade et l'attaché péruvien avaient suivi l'entretien avec un intérêt passionné. Le commandant d'Astrignac hochait la tête d'un air approbateur. Pour lui, Perena ne pouvait pas se tromper. Évidemment, il y a là un ensemble de circonstances plutôt équivoques. Ces taches brunes, ce médecin, c'est une affaire à étudier. Et sans doute, selon vous,
il y aurait corrélation entre le crime possible et le testament de M. Mornington? Cela, je l'ignore, monsieur le préfet. Ou alors, il faudrait supposer que quelqu'un connaissait le testament. Croyez-vous que ce soit le cas, maître Lepertuis? Je ne crois pas, car M. Mornington semblait agir avec beaucoup de circonspection. Et il n'est pas admissible, n'est-ce pas, qu'une indiscrétion ait pu être commise en votre étude? Par qui? Moi seul ai manié ce testament, et moi seul d'ailleurs ai la clé du coffre où je range tous les soirs les documents de cette importance. Ce coffre n'a pas été l'objet d'une effraction? Il n'y a pas eu de cambriolage dans votre étude? Non, C'est un matin que vous avez vu Cosmo Mornington? un vendredi matin. Qu'avez-vous fait du testament jusqu'au soir, jusqu'à l'instant où vous l'avez rangé dans votre coffre-fort? Probablement l'aurais-je mis dans le tiroir de mon bureau. Et ce tiroir n'a pas été forcé? Maître Lepertuis parut stupéfait et ne répondit pas. Eh bien? Eh bien, oui, je me rappelle. Il y a eu quelque chose ce jour-là, ce même vendredi. Vous êtes sûr? Oui, quand je suis revenu après mon déjeuner, j'ai constaté que le tiroir n'était pas fermé à clé. Pourtant, je l'avais fermé, cela sans aucune espèce de doute. Oh, sur le moment, je n'ai attaché à cet incident qu'une importance relative. Aujourd'hui, je comprends. Ainsi se vérifiaient au fur et à mesure toutes les hypothèses imaginées par Don Luis Perenna. Hypothèses appuyées, il est vrai, sur quelques indices, mais où il y avait avant tout une part d'intuition et de divination réellement surprenante chez un homme qui n'avait assisté à aucun des événements qui le reliaient entre eux avec tant d'habileté. « Nous n'allons pas tarder, monsieur, à contrôler vos assertions, un peu hasardées, avouez-le, avec le témoignage plus rigoureux d'un de mes agents que j'ai chargé de cette affaire et qui devrait être ici. » Son témoignage porte-t-il sur les héritiers de Cosmo Mornington? Sur les héritiers d'abord, puisque avant-hier, il me téléphonait qu'il avait réuni tous les renseignements et aussi sur les points mêmes dont... Mais tenez, je me rappelle qu'il a parlé à mon secrétaire d'un crime commis il y a un mois, jour pour jour. Or, il y a un mois, jour pour jour, que M. Cosmo Mornington... L'inspecteur Véraud. Il n'est pas encore de retour. Qu'on le cherche, qu'on l'amène. Il faut le trouver à tout prix et sans retard. Et s'adressant à Don Luis Perenna, « Voilà 1 heure que l'inspecteur Véraud est venu ici, assez souffrant, très agité, paraît-il, en se disant « Surveillez, poursuivez ». Il avait à me communiquer les déclarations les plus importantes sur l'affaire Mornington et à mettre la police en garde contre 2 assassinats qui doivent être commis cette nuit et qui seraient la conséquence du meurtre de Cosmo Mornington. » Et il était souffrant? Oui, mal à son aise et très bizarre même, l'imagination frappée. Par prudence, il m'a fait remettre un rapport détaillé sur l'affaire. Or, ce rapport n'est autre chose qu'une feuille de papier blanc. Voici cette feuille et son enveloppe. Et voici une boîte de carton qu'il a déposée également et qui contenait une tablette de chocolat avec des empreintes dedans. Puis-je voir ces 2 objets, monsieur le préfet? Oui, mais ils ne vous apprendront rien du tout. Peut-être. Don Luis examina longuement la boîte en carton et l'enveloppe jaune où se lisait l'inscription « Café du Pont-Neuf ». On attendait ces paroles
comme si elles eussent dû apporter une lumière imprévue. L'écriture n'est pas la même sur l'enveloppe et sur la petite boîte. L'écriture de l'enveloppe est moins nette, un peu tremblante, visiblement imitée. Ce qui prouve, monsieur le préfet, que cette enveloppe jaune ne provient pas de votre agent. Je suppose qu'après avoir écrit son rapport sur une table du café du Pont-Neuf et l'avoir cacheté, il aura eu un moment de distraction, pendant lequel on a substitué à son enveloppe une autre enveloppe portant la même adresse, mais ne contenant qu'une feuille blanche. Supposition. Peut-être. Mais ce qu'il y a de sûr, monsieur le préfet, c'est que les pressentiments de votre inspecteur sont motivés, qu'il est l'objet d'une surveillance étroite, que les découvertes qu'il a pu faire sur l'héritage Mornington contrarient des manœuvres criminelles et qu'il court des dangers terribles. Oh! Il faut le secourir, monsieur le préfet. Depuis le début de cette réunion, la conviction s'impose à moi que nous nous heurtons à une entreprise déjà commencée. Je souhaite qu'il ne soit pas trop tard et que votre inspecteur n'en soit pas la première victime. Et monsieur, vous affirmez tout cela avec une conviction que j'admire, mais qui ne suffit pas à établir que vos craintes sont justifiées. Le retour de l'inspecteur Véraud en sera la meilleure démonstration. L'inspecteur Véraud ne reviendra pas. Mais enfin, pourquoi? Parce qu'il est déjà revenu. L'huissier l'a vu revenir. L'huissier à la berlue. Si vous n'avez pas d'autre preuve que le témoignage de cet homme, j'en ai une autre, monsieur le préfet, et que l'inspecteur Véraud a laissé ici même de sa présence. Ces quelques mots presque indéchiffrables qu'il a griffonnés sur le bloc-notes, que votre secrétaire ne l'a pas vu écrire et qui viennent de me tomber sous les yeux. Les voici. N'est-ce pas une preuve qu'il est revenu? Et une preuve formelle? Le préfet ne cacha pas son trouble. Tous les assistants paraissaient émus. Le retour du secrétaire ne fit qu'augmenter les appréhensions. Personne n'avait vu l'inspecteur Véraud. « Monsieur le préfet, j'insiste vivement pour qu'on interroge l'huissier. » Et dès que l'huissier fut là, il lui demanda, sans même attendre l'intervention de M. Desmalions, « Êtes-vous sûr que l'inspecteur Véraud soit rentré une seconde fois dans cette pièce ?»« Absolument sûr. »« Et qu'il n'en soit pas sorti ?»« Absolument sûr. »« Vous n'avez pas eu la moindre minute d'inattention ?»« Pas la moindre. »« Vous voyez bien, monsieur. Si l'inspecteur Véraud était ici, nous le saurions. »« Il est ici, monsieur le préfet. »« Quoi ? » Excusez mon obstination, monsieur le préfet, mais je dis que quand quelqu'un entre dans une pièce et qu'il n'en sort pas, c'est qu'il s'y trouve encore. Caché? Monsieur Desmalions s'irritait de plus en plus. Non, mais évanoui, malade, mort peut-être. Mais où? Que diable? Derrière ce paravent. Il n'y a rien derrière ce paravent, rien qu'une porte. Et cette porte donne sur un cabinet de toilette. Eh bien, monsieur le préfet, l'inspecteur Véraud, étourdi, titubant, croyant passer de votre bureau dans celui de votre secrétaire, est tombé dans ce cabinet de toilette. Monsieur Desmalions se précipita, mais au moment d'ouvrir la porte, il eut un geste de recul. Était-ce appréhension? Désir de se soustraire à l'influence de cet homme stupéfiant qui donnait des ordres avec tant d'autorité et qui semblait commander aux événements eux-mêmes? Don Luis demeurait imperturbable, en une attitude pleine de déférence. « Je ne puis croire... » « Monsieur le préfet, je vous rappelle que les révélations de l'inspecteur Véraud peuvent sauver la vie à 2 personnes qui doivent mourir cette nuit. Chaque minute perdue est irréparable. » Monsieur Desmalions haussa les épaules. Mais cet homme le dominait de toute sa conviction. Il ouvrit. Il ne fit pas un mouvement. Il ne poussa pas un cri. Il murmura simplement. « Oh! Est-ce possible?
À la lueur pâle d'un peu de jour qui entrait par une fenêtre aux vitres dépolies, on apercevait le corps d'un homme qui gisait à terre. « L'inspecteur Véraud !» balbutia l'huissier qui s'était élancé. Avec l'aide du secrétaire, il put soulever le corps et l'asseoir sur un fauteuil du cabinet de travail. L'inspecteur Véraud vivait encore, mais si faiblement qu'on entendait à peine les battements de son cœur. Un peu de salive coulait au coin de sa bouche. Les yeux n'avaient pas d'expression. Cependant, certains muscles du visage remuaient, peut-être sous l'effort d'une volonté qui persistait, au-delà de la vie, aurait-on pu dire. « Regardez, monsieur le préfet, les taches brunes !» Une même épouvante bouleversa les assistants qui se mirent à sonner et à ouvrir les portes en appelant au secours. « Docteur, on amène un docteur ! Mais calmez-vous, un docteur, appelez-le ! Prenez les secours, tout de suite, et qu'on fasse quelque chose. Silence, s'il vous plaît, silence. Il n'y a plus rien à faire. Tâchons plutôt de profiter de ces dernières minutes. Voulez-vous me permettre, monsieur le préfet ? Il s'inclina sur le moribond, renversa la tête branlante contre le dossier du fauteuil et d'une voix très douce chuchota. « Véraud, c'est le préfet qui vous parle. Nous voudrions avoir quelques renseignements sur ce qui doit se passer cette nuit. Vous m'entendez bien, Véraud ? Si vous m'entendez, fermez les paupières. » Les paupières s'abaissèrent. Mais n'était-ce pas le hasard ? Vous avez retrouvé les héritiers des sœurs Roussel. Cela, nous le savons. Et ce sont 2 de ces héritiers qui sont menacés de mort. Le double crime doit être commis cette nuit. Mais le nom de ces héritiers, qui sans doute ne s'appelle plus Roussel, nous est inconnu. Il faut nous le dire. Écoutez-moi bien. Vous avez inscrit sur un bloc-notes 3 lettres qui paraissent former la syllabe faux, F-A-U. Est-ce que je me trompe ? Est-ce le commencement d'un nom ? Quelle est la lettre qui suit ces 3 lettres ? Est-ce un B ? Un C ? Mais plus rien ne remuait dans le visage blême de l'inspecteur. La tête retomba lourdement sur la poitrine. Il poussa 2 ou 3 soupirs, fut secoué d'un grand frisson et ne bougea plus. Il était mort. Chapitre 2. L'homme qui doit mourir. La scène tragique s'était déroulée avec une telle rapidité que les personnes qui en furent les témoins frémissants demeurèrent un moment confondus. Le notaire fit un signe de croix et s'agenouilla. « Pauvre Véraud, un brave homme qui ne songeait qu'au service, qu'au devoir, au lieu d'aller se faire soigner, et qui sait, peut-être l'eût-on sauvé. Il est revenu ici dans l'espoir de livrer son secret. Pauvre Véraud. Une femme, des enfants ? Une femme et 3 enfants. Je me charge d'eux. Puis, comme on amenait un médecin et que M. Desmalions donnait des ordres pour qu'on transportât le cadavre dans une pièce voisine, Don Luis Perena prit le médecin à part. Il est hors de doute que l'inspecteur Véraud a été empoisonné. Regardez son poignet. Vous observerez la trace d'une piqûre, entourée d'un cercle d'inflammation. On l'aura donc piqué là ? Oui, à l'aide d'une épingle ou d'un bec de plume, et pas assez violemment qu'on l'eût voulu, puisque la mort n'est survenue que quelques heures après. Les huissiers emportèrent le cadavre, et bientôt il ne resta plus dans le cabinet du préfet que les 5 personnages qu'il y avait convoqués. Le secrétaire d'ambassade américain et l'attaché péruvien, jugeant leur présence inutile, s'en allèrent,
après avoir chaudement félicité Don Luis Perenna de sa clairvoyance. Puis ce fut le tour du commandant d'Astrignac, qui secoua la main de son ancien subordonné avec une affection visible. Et maître Lepertuis et Perenna, ayant pris rendez-vous pour la délivrance du legs, étaient eux-mêmes sur le point de se retirer, quand M. Desmalions entra vivement. « Ah, vous êtes encore là, Don Luis Perenna. Tant mieux. Une idée qui me frappe. Ces 3 lettres que vous avez cru déchiffrer sur le bloc-notes, vous êtes certain qu'il y a bien la syllabe « faux » ? Il me semble, monsieur le préfet. Tenez, n'est-ce pas les 3 lettres ? F, A et U. Et remarquez que la lettre F est tracée en majuscule, ce qui me fait supposer que cette syllabe est le début d'un nom propre. En effet. Eh bien, il se présente ceci de curieux, c'est que cette syllabe est justement... Du reste, nous allons vérifier. D'une main hâtive, M. Desmalions feuilletait la correspondance que son secrétaire lui avait remise à son arrivée et qui se trouvait rangée sur un coin de la table. « Ah, voici !» s'exclama-t-il en saisissant une lettre et en se reportant aussitôt à la signature. « Voici, c'est bien ce que je croyais. Fauville, la syllabe initiale est la même. Regardez, Fauville tout court, sans prénom. La lettre a dû être écrite dans un moment de fièvre. Il n'y a ni date ni adresse. L'écriture est tremblée. » Et M. Desmalions lut à haute voix. « Monsieur le préfet, un grand danger est suspendu sur ma tête et sur la tête de mon fils. La mort approche à grands pas. J'aurai cette nuit ou demain matin au plus tard l'épreuve de l'abominable complot qui nous menace. Je vous demande la permission de vous les apporter dans la matinée. J'ai besoin de protection et je vous appelle à mon secours. Veuillez agréer, etc. Fauville. » Pas d'autre désignation ? Aucune en tête ? Rien, mais il n'y a pas d'erreur. Les déclarations de l'inspecteur Véraud coïncident d'une façon trop évidente avec cet appel désespéré. C'est bien M. Fauville et son fils qui doivent être assassinés cette nuit. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que le nom de Fauville étant très répandu, il est impossible que nos recherches aboutissent à temps. Comment ? Monsieur le préfet, mais à tout prix. À tout prix, certes, et je vais mettre tout le monde sur le pied. Mais notez bien que nous n'avons pas le moindre indice. Ah, ce serait effrayant. Ces 2 êtres qui doivent mourir et que nous ne pourrions sauver. Oh, monsieur le préfet, je vous en supplie, prenez cette affaire en main. Par la volonté de Cosmo Mornington, vous y êtes mêlé dès la première heure. Et par votre autorité et votre expérience, vous lui donnerez une impulsion plus vigoureuse. Cela concerne la sûreté, le parquet. Certes, monsieur le préfet, mais ne croyez-vous pas qu'il y a des moments où le chef a seule qualité pour agir ? Excusez mon insistance. Il n'avait pas achevé ces mots que le secrétaire particulier du préfet entra avec une carte à la main. « Monsieur le préfet, cette personne insiste tellement. J'ai hésité. » M. Desmalions saisit la carte et jeta une exclamation de surprise et de joie. « Regardez, monsieur !» Perenna lut ces mots. « Hippolyte Fauville, ingénieur, 14 bis boulevard Suchet. » Allons, le hasard veut que tous les fils de cette affaire viennent se placer dans mes mains et que je sois amené à m'en occuper selon votre désir, monsieur. D'ailleurs, il semble que les événements tournent en notre faveur. Si ce monsieur Fauville est un des héritiers Roussel, la tâche sera simplifiée. En tout cas, monsieur le préfet, je vous rappellerai qu'une des clauses du testament stipule que la lecture n'en doit être faite que dans 48 heures. Ainsi donc, monsieur Fauville ne doit pas encore être mis au courant, précisa maître Lepertuis.
L'inspecteur Véraud, il est mort, n'est-ce pas? On m'a dit... Oui, monsieur, il est mort. Oh, trop tard. J'arrive trop tard. Et il s'effondra, les mains jointes, en sanglotant. Oh, oh les misérables. Oh, les misérables. Son crâne chauve surmontait un front que rayaient des rides profondes. Un tic nerveux agitait son menton et tirait les lobes de ses oreilles. C'était un homme de 50 ans environ, très pâle, les joues creuses, l'air maladif. Des larmes roulaient dans ses yeux. « De qui parlez-vous, monsieur? De ceux qui ont tué l'inspecteur Véraud? Vous est-il possible de les désigner, de guider notre enquête? » Non, non. Pour l'instant, cela ne servirait de rien. Mes preuves ne suffiraient pas. Oh non, en vérité, non. Il s'était levé déjà et s'excusait. Monsieur le préfet, je vous ai dérangé inutilement, mais je voulais savoir, j'espérais que l'inspecteur Véraud aurait échappé. Son témoignage réuni au mien aurait été précieux. Mais peut-être a-t-il pu vous prévenir? Non, il a parlé de ce soir, de cette nuit. Hippolyte Fauville sursauta. De ce soir? Alors, ce serait déjà l'heure. Ah, mais non, c'est impossible. Ils ne peuvent rien encore contre moi. Ils ne sont pas prêts. L'inspecteur Véraud affirme pourtant que le double crime doit être commis cette nuit. Non, monsieur le préfet. Là, il se trompe. Je le sais bien, moi. Demain soir, au plus tôt, et nous les prendrons au piège. Oh, les misérables! Don Luis s'approcha. Votre mère s'appelait bien Élisabeth Roussel, n'est-ce pas? Oui, Élisabeth Roussel. Elle est morte maintenant. Elle était bien de Saint-Étienne? Oui, mais pourquoi ces questions? Monsieur le préfet vous expliquera demain. Un mot encore. Il ouvrit la boîte de carton déposée par l'inspecteur Véraud. Cette tablette de chocolat a-t-elle une signification pour vous? Ces empreintes. Oh, oh, quelle infamie! Où l'inspecteur a-t-il trouvé cela? Il eut encore une défaillance, mais très courte, et se redressant aussitôt, il se hâta vers la porte d'un pas saccadé. Je m'en vais, monsieur le préfet, je m'en vais. Demain matin, je vous raconterai. J'aurai toutes les preuves. Et la justice me protégera. Je suis malade, c'est vrai. Mais enfin, je veux vivre. J'ai le droit de vivre. Et mon fils aussi. Et nous vivrons. Oh, les misérables! Et il sortit en courant, à l'allure d'un homme ivre. Monsieur Desmalions se leva précipitamment. « Je vais faire prendre des renseignements sur l'entourage de cet homme, faire surveiller sa demeure. J'ai déjà téléphoné à la sûreté. J'attends quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Monsieur le préfet, je vous conjure, accordez-moi l'autorisation de poursuivre cette affaire sous vos ordres. Le testament de Cosmo Mornington m'en fait un devoir, et permettez-moi de le dire, m'en donne le droit. Les ennemis de Monsieur Fauville sont d'une adresse et d'une audace extraordinaires. Je tiens à l'honneur d'être au poste ce soir, chez lui et auprès de lui. » Le préfet hésita. Comment n'eût-il pas songé à l'intérêt considérable que Don Luis Perenna avait à ce qu'aucun des héritiers Mornington ne fût retrouvé, ou du moins ne pût s'interposer entre lui et les millions de l'héritage. Devait-on attribuer à un noble sentiment de gratitude, à une conception supérieure de l'amitié et du devoir, ce désir étrange de protéger Hippolyte Fauville contre la mort qui le menaçait? Durant quelques secondes, M. Desmalions observa ce visage résolu, ces yeux intelligents, à la fois ironiques et ingénus,
graves et souriants, au travers desquels on ne pouvait certes pas pénétrer jusqu'à l'énigme secrète de l'individu, mais qui vous regardaient avec une telle expression de sincérité et de franchise. Puis il appela son secrétaire. « On est venu de la sûreté ?»« Oui, monsieur le préfet. Le brigadier Mazerou est là. Veuillez dire qu'on l'introduise. » Et se tournant vers Perenna, « Le brigadier Mazerou est un de nos meilleurs agents. Je l'employais concurremment avec ce pauvre Véro lorsque j'avais besoin de quelqu'un de débrouillard et d'actif. Il vous sera très utile. » Le brigadier Mazerou entra. C'était un petit homme sec et robuste, auquel ses moustaches tombantes, ses paupières lourdes, ses yeux larmoyants, ses cheveux plats et longs donnaient l'air le plus mélancolique. « Mazerou, vous devez connaître déjà la mort de votre camarade Véro et les circonstances atroces de cette mort. Il s'agit de le venger et de prévenir d'autres crimes. Monsieur, qui connaît l'affaire à fond, vous fournira toutes les explications nécessaires. Vous marcherez d'accord avec lui, et demain matin, vous me rendrez compte de ce qui s'est passé. » C'était donner le champ libre à Don Luis Perenna et se confier à son initiative et à sa clairvoyance. Don Luis s'inclina. « Je vous remercie, monsieur le préfet. J'espère que vous n'aurez pas à regretter le crédit que vous voulez bien m'accorder. » Et prenant congé de M. Desmalions et de maître Lepertuis, il sortit avec le brigadier Mazerou. Dehors, il raconta ce qu'il savait à Mazerou, lequel sembla fort impressionné par les qualités professionnelles de son compagnon et tout disposé à se laisser conduire par lui. Ils décidèrent de passer d'abord au café du Pont-Neuf. Là, ils apprirent que l'inspecteur Véro, un habitué de l'établissement, avait en effet le matin écrit une longue lettre. Et le garçon de table se rappela fort bien que son voisin de table, entré presque en même temps que l'inspecteur, avait demandé également du papier à lettres et réclamé 2 fois des enveloppes jaunes. « C'est bien cela, » dit Mazerou à Don Luis. « Il y a eu, comme vous le pensiez, substitution de lettres. » Quant au signalement que le garçon put donner, il était suffisamment explicite. Un individu de taille élevée, un peu voûté, qui portait une barbe châtaine coupée en pointe, un lorgnon d'écaille retenu par un cordonnet de soie noire et une canne d'ébène dont la poignée d'argent formait une tête de cygne. « Avec cela, la police peut marcher. » Ils allaient sortir du café lorsque Don Luis arrêta son compagnon. « Un instant !»« Qu'y a-t-il ?»« Nous avons été suivis. »« Suivis ? Elle est raide, celle-là. Et par qui donc ?»« Aucune importance. Je sais ce que c'est, mais j'aime autant régler cette histoire-là en un tournement. Attendez-moi, je reviens. Et vous ne vous ennuierez pas, je vous le promets. Vous allez voir un type à la hauteur. » Il revint, en effet, au bout d'une minute, avec un monsieur mince et grand, au visage encadré de favoris. Il fit les présentations. « Monsieur Mazerou, un de mes amis. Monsieur Cacérès, attaché à la légation péruvienne, et qui, tout à l'heure, assistait à l'entrevue chez le préfet. C'est monsieur Cacérès qui fut chargé par le ministre du Pérou de réunir les pièces relatives à mon identité. Alors, cher monsieur Cacérès, vous me cherchiez. J'avais bien cru, en effet, quand nous sommes sortis de la préfecture. » L'attaché péruvien fit un signe et montra le brigadier Mazerou. « Oh, non, je vous en supplie, que monsieur Mazerou ne vous gêne pas. Vous pouvez parler devant lui. Il est très discret. Mais d'ailleurs, il est au courant de la question. » L'attaché se taisait. Perenna le fit asseoir en face de lui. « Parlez sans détour, cher monsieur Cacérès. C'est un sujet qui doit être traité carrément, et où même je ne redoute pas une certaine crudité de mots.
Que de temps gagné de la sorte. Allons-y. Il vous faut de l'argent, n'est-ce pas? Ou du moins, un supplément d'argent. Combien? Le Péruvien eut une dernière hésitation, jeta un coup d'œil sur le compagnon de Don Luis, puis, se décidant tout à coup, prononça d'une voix sourde « 50 000 francs. » Bigre de bigre. Vous êtes gourmand. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Mazrou? 50 000 francs, c'est une somme. D'autant plus... Non, voyons, mon cher Cacérès. Récapitulons. Il y a quelques années, ayant eu l'honneur de lier connaissance avec vous en Algérie, où vous étiez de passage, ayant compris d'autre part à qui j'avais affaire, je vous ai demandé s'il vous était possible de m'établir, en 3 ans, avec mon nom de Perena, une personnalité hispano-péruvienne, munie de papiers indiscutables et d'ancêtres respectables. Vous m'avez répondu « Oui ». Le prix fut fixé. 20 000 francs. La semaine dernière, le préfet de police m'ayant fait dire de lui communiquer mes papiers, j'allais vous voir, et j'appris de vous que vous étiez justement chargé d'une enquête sur mes origines. D'ailleurs, tout était prêt. Avec les papiers convenablement mis au point de Feu Perena, noble hispano-péruvien, vous m'aviez confectionné un état civil de tout premier ordre. Après entente sur ce qu'il y avait à dire devant le préfet de police, je versai les 20 000 francs. Nous étions quittes. Que voulez-vous de plus? L'attaché péruvien ne montrait plus le moindre embarras. Il posa ses 2 coudes sur la table et, tranquillement, il articula. « Monsieur, en traitant avec vous, jadis, je croyais traiter avec un monsieur qui, se cachant sous l'uniforme des légionnaires pour des raisons personnelles, désirait plus tard recouvrer les moyens de vivre honorablement. Aujourd'hui, il s'agit du légataire universel de Cosmo Mornington, lequel légataire touche des mains sous un faux nom la somme d'1 million, et dans quelques mois peut-être, la somme de 200 millions. C'est tout autre chose. L'argument sembla frapper Don Luis. Et si je refuse? Si vous refusez, j'avertis les notaires et les préfets de police que je me suis trompé dans mon enquête et qu'il y a erreur sur la personne de Don Luis Perena. Ensuite de quoi, vous ne toucherez rien du tout et serez même tout probablement mis en état d'arrestation. Ainsi que vous, mon brave monsieur. Et moi, dame, pour faux et maquillage d'état civil, car vous pensez bien que je mangerai le morceau. L'attaché ne répondit pas. Son nez, qu'il avait très fort, semblait s'allonger entre ses 2 longs favoris. Allons, monsieur Cacérès, ne faites pas cette binette-là. On ne vous fera pas de mal. Seulement, ne cherchez plus à me mettre dedans. De plus malins que vous l'ont essayé et qui s'y sont cassés les reins. est vrai. Vous n'avez pas l'air de premier ordre quand il s'agit de rouler le prochain. Un peu poire même, le sieur Cacérès. Un peu poire. Eh ben, c'est compris, n'est-ce pas? On désarme? Plus de noirs dessins contre cet excellent Perena. Parfait, monsieur Cacérès, parfait. Je serai bon prince, et vous prouverez que le plus honnête des deux est bien celui qu'on pense. Il tira de sa poche un carnet de chèques timbré par le Crédit Lyonnais. Tenez, cher ami, voici 20 000 francs que vous donne le légataire de Cosmo Mornington. Empochez-les avec un sourire. Dites merci au bon monsieur. Et prenez vos clics et vos claques sans plus détourner la tête que les filles de monsieur Lot. Allez, oust! Cela fut dit de telle manière que l'attaché obéit, point par point, aux prescriptions de Don Luis Perena. Il sourit en empochant l'argent, répéta 2 fois merci et s'esquiva sans détourner la tête. Crapule! Hein? Et qu'en dites-vous, brigadier?
Le brigadier Mazerou le regardait avec stupeur, les yeux écarquillés. « Ah ça! Mais monsieur! »« Et quoi, brigadier ?»« Ah ça! Mais monsieur! Qui êtes-vous? »« Qui je suis ?»« Ah oui! » Mais ne vous l'a-t-on pas dit? Un noble péruvien ou un noble espagnol, je sais pas trop. Enfin bref, Don Luis Perena. »« Des blagues! Je viens d'assister... » Don Luis Perena, ancien légionnaire. « Assez, monsieur! » Médaillé, décoré sur toutes les coutures. « Assez, monsieur, encore une fois! Et je vous somme de me suivre devant le préfet! » Mais laissez-moi continuer, que diable! Donc, ancien légionnaire, ancien héros, ancien détenu à la santé, ancien prince russe, ancien chef de la sûreté, ancien... Vous êtes fou? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais de l'histoire vraie, authentique. Vous me demandez qui je suis. J'énumère. Dois-je remonter plus haut? J'ai encore quelques titres à vous offrir. Marquis, baron, duc, archiduc, grand-duc, petit-duc, contre-duc, tout le Gotha, quoi. On me dirait que j'ai été roi, ventre saint-gris, je n'oserais pas jurer le contraire. Le brigadier Mazerou saisit de ses deux mains, habitué aux rudes besognes, les deux poignets, frêles en apparence, de son interlocuteur. « Et pas de pétard, n'est-ce pas? Je sais pas à qui j'ai affaire, mais je vous lâche pas. Hein. On s'expliquera à la préfecture. »« Parle pas si fort, Alexandre. » Les deux poignets frêles se dégagèrent avec une aisance inouïe. Les deux mains robustes du brigadier furent happées à leur tour et immobilisées. « Tu me reconnais donc pas, imbécile ?» Le brigadier Mazerou ne souffla pas mot. Ses yeux s'écarquillèrent davantage. Il tâchait de comprendre et demeurait absolument ahuri. Le son de cette voix, cette manière de plaisanter, cette gaminerie alliée à cette audace, l'expression narquoise de ses yeux, et puis ce prénom d'Alexandre, qui n'était pas le sien et qu'une seule personne lui donnait autrefois. Était-ce possible? Le patron? Le patron? Et pourquoi pas? Mais non. Et puisque quoi? Vous êtes mort. Et après? Crois-tu que ça me gêne pour vivre, d'être mort? Et comme l'autre semblait de plus en plus confondu, il lui posa la main sur l'épaule. Qui est-ce qui t'a fait entrer à la préfecture de police? Le chef de la sûreté, Monsieur Lenormand. Et qui était ce Monsieur Lenormand? C'était le patron. C'est-à-dire Arsène Lupin, n'est-ce pas? Ah oui. Eh bien, Alexandre, ne sais-tu pas qu'il est beaucoup plus difficile pour Arsène Lupin d'être chef de la sûreté, et il le fut magistralement, que d'être Don Luis Perena, que d'être décoré, que d'être légionnaire, que d'être un héros, et même que d'être vivant tout en étant mort? Le brigadier Mazerou examina silencieusement son compagnon. Puis ses yeux tristes s'animèrent, son visage terne s'enflamma, et soudain, frappant la table d'un coup de poing, il mâchonna, la voix rageuse. Eh ben, soit. Mais je vous avertis, hein, qu'il faut pas compter sur moi. Oh, ah non, alors. Je suis au service de la société, et j'y reste. Rien à faire. Et j'ai goûté à l'honnêteté, et je veux plus manger d'autres pains. Hein. Ah non, alors non, plus de sottises. Hein. Perena haussa les épaules. T'es bête, Alexandre. Vrai, le pain de l'honnêteté ne t'engraisse pas l'intelligence. Qui te parle de recommencer? Cependant quoi? Toute votre manigance, patron. Ma manigance? Crois-tu donc que j'y sois pour quelque chose dans cette affaire-là? Voyons, patron. Mais pour rien du tout, mon petit. Il y a 2 heures, je n'en savais pas plus long que toi. C'est le bon Dieu qui m'a bombardé héritier, sans crier gare. Et c'est bien pour ne pas lui désobéir que... Alors, j'ai mission de venger Cosmo Mornington, de retrouver ses héritiers naturels,
de les protéger et de répartir entre eux les 200 millions qui leur appartiennent. Un point, c'est tout. Est-ce une mission d'honnête homme, cela ? Oui, mais si je ne l'accomplis pas en honnête homme, c'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas ? Patron, eh bien mon petit, si tu distingues à la loupe la moindre chose qui te déplaise dans ma conduite, si tu découvres un point noir sur la conscience de Don Luis Perena, pas d'hésitation. Fiche-moi tes 2 mains en collet. Je t'y autorise. Je te leur donne. Ça te suffit-il ? Il suffit pas que ça me suffise, patron. Mais qu'est-ce que tu chantes ? Il y a encore les autres. Explique. Si vous êtes pincé. Comment ? Vous pouvez être trahi. Par qui ? Nos anciens camarades. Et partis. Je les ai expédiés hors de France. Où ça ? C'est mon secret. Toi, je t'ai laissé à la préfecture, au cas où j'aurais eu besoin de tes services. Et tu vois que j'ai eu raison. Mais si on découvre votre véritable personnalité, eh bien, on vous arrête. Impossible. Pourquoi ? On peut pas m'arrêter. La raison ? Tu l'as dit toi-même, Bouffi. Une raison supérieure, formidable, irrésistible. Laquelle ? Je suis mort. Mazrou parut suffoqué. L'argument le frappait en plein. D'un coup, il l'apercevait dans toute sa vigueur et dans toute sa cocasserie. Et subitement, il partit d'un éclat de rire fou qui le tordait en deux et convulsait de la façon la plus drôle son mélancolique visage. Oh, patron, toujours le même. Dieu que c'est rigolo. Oh, si je marche, je crois bien que je marche. Et 2 fois plutôt qu'une. Hein. Oh, vous êtes mort, enterré, supprimé. Oh, quelle rigolade. Quelle rigolade. Hippolyte Fauville, ingénieur, habitait sur le boulevard Suchet, le long des fortifications, un hôtel assez vaste, flanqué à gauche d'un jardin où il avait fait bâtir une grande pièce qui lui servait de cabinet de travail. Le jardin se trouvait ainsi réduit à quelques arbres et à une bande de gazon, en bordure de la grille habillée de lierre et percée d'une porte qui le séparait du boulevard Suchet. Don Luis Perena se rendit avec Mazrou au commissariat de Passy, où Mazrou, sur ses instructions, se fit connaître et demanda que l'hôtel de l'ingénieur Fauville fût surveillé durant la nuit par 2 agents de police qui mettraient en arrestation toute personne suspecte tentant de s'introduire. Le commissaire promit son concours. Après quoi, Don Luis et Mazrou dînèrent dans le quartier. À 9h, ils arrivaient devant la porte principale de l'hôtel. « Alexandre !»« Patron ? Tu n'as pas peur ?»« Non, patron. Pourquoi ? » ?»« Pourquoi ? Parce que, en défendant l'ingénieur Fauville et son fils, nous nous attaquons à des gens qui ont un intérêt considérable à les faire disparaître. Et que ces gens n'ont pas l'air d'avoir froid aux yeux. Ta vie, la mienne, un souffle, un rien. Tu n'as pas peur ? Patron, je sais pas si je la connaîtrai, la peur, un jour ou l'autre. Mais il y a un cas où je la connaîtrai jamais. Lequel, mon vieux ? Tant que je serai à vos côtés. La porte s'ouvrit et un domestique apparut. Mazrou fit passer sa carte. Hippolyte Fauville les reçut tous 2 dans son cabinet. La table était encombrée de brochures, de livres et de papiers. On voyait, sur 2 pupitres soutenus par de hauts chevalets, des épures et des dessins, et dans 2 vitrines, des réductions en ivoire et en acier d'appareils construits ou inventés par l'ingénieur. Un large divan s'étalait contre le mur. À l'opposé se trouvait un escalier tournant qui montait à une galerie circulaire. Au plafond, un lustre électrique. Au mur, le téléphone. Tout de suite, Mazrou, après avoir décliné son titre et présenté son ami Perena comme envoyé également par le préfet de police, exposa l'objet de leur démarche. Monsieur Desmalions,
sur des indices très graves dont il venait d'avoir connaissance, s'inquiétait. Sans attendre l'entretien du lendemain, il priait M. Fauville de prendre toutes les précautions que lui conseilleraient ses agents. Fauville montra d'abord une certaine humeur. « Mes précautions sont prises, messieurs, et bien prises. Et je craindrais, d'autre part, que votre intervention ne fût pernicieuse. » « En quoi donc ?»« En éveillant l'attention de mes ennemis, et en m'empêchant par là même... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.